Bonsoir. Ce soir, je suis désolée, j'ai une voix un peu bizarre, je suis un petit peu malade, alors je vais être assez brève sur le contenu de cette vidéo. Nous allons parler de la durée légale du travail, très brièvement. On va rappeler un petit peu les consignes, dans les grandes lignes, on ne va pas parler des exceptions. Et ensuite, on va parler des formalités d'embauche et des documents de sortie. Comme ça, on aura fait un petit peu le tour de cet aspect juridique qui entoure le contrat de travail. Mais bien sûr, on ne rentre pas dans les détails, on a matériellement pas le temps et moi, je n'ai pas la puissance vocale pour pouvoir le faire. La durée légale du travail. Donc, depuis la loi sur la mensualisation, la durée légale de travail est à 1607 heures. Alors, oui, effectivement, avant, c'était 1600 heures, mais on a rajouté la journée de solidarité, donc ça fait 1607 heures. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut retenir, c'est que la journée de solidarité doit faire 7 heures et pas plus. Si c'est un contrat de 40 heures, c'est-à-dire qu'il fait quelqu'un qui fait 8 heures par jour, sa journée de solidarité ne fera que 7 heures et pas plus. Donc, on a 1607 heures par an. On a divisé par 12, ça nous a donné 151,67 par mois. On a divisé par 52 semaines, 1607 heures, enfin 1600 heures, puisque les 7 heures, c'est la journée de solidarité. On a divisé 1600 heures par 52 semaines, on a 35 heures par semaine. Si on travaille moins, ça s'appelle du temps partiel. Si on travaille plus, ça veut dire qu'on fait des heures supplémentaires. Il peut y avoir des heures d'équivalence, c'est-à-dire certaines professions qui ne travaillent pas tout le temps, donc qui sont sur des pauses et qui attendent. Donc là, on a des heures d'équivalence, ce ne sera pas notre propos aujourd'hui. Les personnes qui sont en modulation du travail, c'est-à-dire que c'est pendant 6 mois de l'année, elles vont faire 30 heures, pendant 6 mois de l'année, elles vont faire 40 heures. Elles vont être payées toute l'année sur une moyenne de 35 heures par semaine. Ça, on ne va pas en parler non plus. Il y a aussi les forfaits heures et les forfaits jours, on ne va pas en parler aujourd'hui non plus. Ce sont vraiment des cas particuliers. Donc, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires se calculent à la semaine et seules les heures réellement travaillées ouvrent droit à la majoration des heures supplémentaires. Donc, on va calculer ce temps sur la semaine. La période de référence pour calculer les heures supplémentaires, c'est du lundi 0 heure au dimanche minuit. Par dérogation, il peut y avoir d'autres moments de référence, mais sinon, dans l'ensemble, c'est ça. Le lundi, on a fait 8 heures, le mardi, on a fait 9 heures, le mercredi, on a fait 7 heures, le jeudi, on a fait 7 heures, et le vendredi, on a fait 6 heures. Voilà. Ici, on a un planning horaire. Donc, on va calculer le nombre d'heures normales qui ont été faites sur la semaine. Il y a eu 37 heures. Ces 37 heures ont été réellement travaillées. Donc, sur ces 37 heures, on a 2 heures supplémentaires qui vont être majorées à 25%. Alors, il y a certaines conventions collectives qui ne majorent qu'à 10%, les 10 premiers pourcents d'heures. Enfin, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Inutile de m'écrire, me dire oui, alors vous êtes trompé sur le taux de majoration. Moi, je prends ce qui est le plus classique, c'est ce qui s'applique au plus grand nombre. Voilà. Après, les spécificités des conventions collectives, eh bien, quand on a une convention collective, on la lit pour savoir quel type de majoration s'applique aux heures supplémentaires et éventuellement comment se calculent les heures supplémentaires. Maintenant, sur ce planning, on va dire que le mercredi, c'était un jour férié. Donc le mercredi, c'est un jour férié. Le salarié a plus de 3 mois d'ancienneté. Il a travaillé la veille, il a travaillé le lendemain. Donc il a droit à son jour férié. Donc ces 7 heures-là, elles vont lui être payées. Il aura effectivement travaillé 30 heures. Il aura ces 7 heures de jour férié qui sont assimilés à du temps du travail, mais qui ne sont pas du temps travaillé. Du coup, sur cette semaine-là, il va avoir 37 heures. On va les lui payer, bien évidemment. On va lui payer ces 2 heures qui sont en plus.
il y a donc 2 heures en plus. Et ces 2 heures en plus ne seront pas majorées. Il n'a pas dépassé 35 heures de travail réel dans la semaine. Donc les heures ne seront pas majorées. Donc sur son bulletin, on va bien lui rajouter ces heures supplémentaires, mais on ne va pas les majorer. Ça se fait beaucoup dans la boulangerie d'ailleurs. C'est pareil quand si on a des congés payés, voilà, si on a des récup, si, voilà. Le principe, il est le même. Le salarié n'est pas venu travailler, mais la journée compte comme un jour de travail. Eh bien, ça va générer des heures supplémentaires parce qu'il a fait 37 heures. Il a 37 heures, donc on va devoir lui payer 37 heures, mais il n'aura pas de majoration sur les heures supplémentaires. Ça, c'est les heures supplémentaires. Maintenant, on va voir les formalités à l'embauche. Première des choses, on a la déclaration préalable d'embauche qui se fait auprès de l'URSSAF. Avec le simple numéro de SIRET de l'entreprise, on peut aller sur le site de l'URSSAF, saisir notre déclaration préalable d'embauche. Cette déclaration préalable à l'embauche va servir à affilier donc le salarié auprès des caisses de retraite et au niveau des caisses de médecine du travail. Quoique, pour la médecine du travail, c'est l'entreprise qui doit encore procéder à l'inscription de manière manuelle. L'information ne parvient pas forcément au service d'AIST lors de l'embauche. Donc, on fait la déclaration préalable de l'embauche. On prend rendez-vous pour la visite préalable à l'embauche. Ils appellent ça la visite d'information, qui se fait auprès de la médecine du travail. Si le salarié dispose d'une attestation d'aptitude délivrée par un autre centre de visite médicale, sur le même type de poste, cette attestation est valable. L'attestation est valable 5 ans, donc il peut la conserver. Et donc là, existe le rendez-vous à la visite d'information. On va bien évidemment rédiger le contrat. Avec le contrat, la fiche de poste. Surtout si sur le poste, il y a des tâches particulières à accomplir. Cette fiche de poste, vous devez la considérer même en amont si on veut vraiment travailler sérieusement. Au moment où on va rédiger l'offre d'emploi, on va rédiger la fiche de poste et on va faire notre offre d'emploi en fonction de la fiche de poste pour pas avoir un salarié qui, au moment de signer le contrat, va dire « Ah, mais non, ça, je ne peux pas faire ça. Ah ben non, je ne peux pas. Hein » Voilà. Si quelqu'un vient pour faire le ménage dans une maison de retraite et qu'on lui dit que le samedi et le dimanche, elle doit aller essuyer les fesses des papiers mamie parce qu'il n'y a pas d'aide-soignant, mais la personne qui était d'accord pour faire juste le ménage, elle peut ne pas être d'accord pour faire ce travail-là qui est propre à un corps de métier et donc elle aurait raison de refuser, à mon sens. Donc faire bien attention à rédiger la fiche de poste. On va affilier le salarié à la prévoyance. Alors la prévoyance, c'est la prévoyance qui va couvrir une compensation de revenus en cas d'incapacité de travail. Et la prévoyance qu'on appelle complémentaire santé, c'est la mutuelle. Donc il y a normalement 2 contrats de prévoyance. Ça dépend si la convention collective prévoit la prévoyance en termes de revenus de remplacement, sachant que la complémentaire santé est devenue obligatoire. Il y a certains cas, certaines clauses de dispense, et ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Ces clauses de dispense doivent être affichées dans un lieu où les salariés doivent avoir l'accès ou alors doivent figurer sur le règlement intérieur. En tout cas, les clauses de dispense doivent être clairement établies. Il y a celles qui sont acceptées par l'État et il y a celles qui sont mises en place par l'entreprise. Elles doivent être communiquées aux salariés en même temps que le dossier d'affiliation à la complémentaire santé, avec l'information sur quelle est la couverture que le salarié va avoir et combien ça va lui coûter, c'est-à-dire les cotisations qu'il devra payer pour ce type de couverture, avec les options ou sans les options, peu importe. Ça, c'est l'arrivée du salarié dans l'entreprise. Lorsque le salarié part de l'entreprise, et peu importe pourquoi il s'en va, ça peut être un licenciement, une démission, peu importe. On va d'abord émettre le dernier salaire. Avec ce dernier bulletin de salaire, on va éditer le reçu pour solde de tout compte. Ensuite, on va avoir le certificat de travail, l'attestation pour l'emploi et, s'il y a droit, le formulaire de demande de portabilité. Et dans quel cadre il pourrait ne pas y avoir droit? S'il n'a pas d'allocation chômage,
il n'a pas droit à la portabilité de la mutuelle. Mais ça n'appartient pas à l'entreprise d'en juger. Le salarié peut démissionner pour un rapprochement familial, auquel cas il aura droit au Pôle emploi. S'il a droit au Pôle emploi, il a droit à la demande de portabilité, même s'il est démissionnaire. Donc il n'appartient pas à l'entreprise de juger, à savoir est-ce qu'il aura droit ou pas à la portabilité, c'est à la mutuelle d'établir si oui ou non il a droit à la portabilité. Elle le fera d'après son dossier. Chose importante, les documents doivent être fournis aux salariés dans les meilleurs délais qui suivent la sortie de l'entreprise. Alors, s'il sort de l'entreprise le 3 du mois, ça veut dire qu'on ne le fait pas attendre jusqu'à la fin du mois. Dans les meilleurs délais, au sens de la Cour de cassation, c'est 48 heures. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas trop de punitions pour les employeurs qui sont récalcitrants. Parce que tout simplement, les salariés ne vont pas au prud'homme, ne vont pas à l'inspection du travail. Mais sachez que c'est répréhensible. Peu importe les griefs que vous pouvez avoir envers votre salarié, les documents de sortie doivent être remis dans les plus brefs délais. Donc ça veut dire maximum, grand maximum, 1 semaine. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.